Eh ben, merci beaucoup de venir participer à cette plénière. Chaque année, on essaye d'avancer dans la réforme pour essayer de s'y retrouver, de comprendre un peu mieux comment on va s'y prendre et comment on va s'organiser pour que le parcours de formation soit le plus efficace possible. Vous le savez, cette année, nos premiers internes entrants, nos premiers étudiants, c'est plus des internes, entrant en phase d'approfondissement deuxième année, arrivent dans nos DMG, enfin sont arrivés dans nos DMG, et donc arrive assez vite maintenant le moment où il faudra valider les phases d'approfondissement. Donc il faut se poser la question, comme on va le voir, de comment on s'y prend et avec quels outils et avec surtout quel niveau d'attente pour la validation de cette phase. Mes liens d'intérêt, c'est surtout que je suis expert de CNG Formation et membre du secteur pédagogie, ça s'arrête là. Alors, comment on s'y est pris déjà pour déterminer, puisque je vous ai dit, il faut se mettre d'accord sur un niveau attendu au moins minimal pour pouvoir valider cette phase d'approfondissement, sachant que pour valider la phase d'approfondissement, comme pour la phase socle, on va demander aux étudiants d'avoir validé leur maquette de stage. Donc on sait qu'ils ont validé déjà la phase socle, donc on ne revient pas dessus. Il faut qu'ils aient validé donc médecine polyvalente, santé de l'enfant, le SN2, donc ancien SASPAS et la santé de la femme, qu'ils aient validé leur parcours hors stage, donc leurs cours, leurs séminaires, selon les DMG, comment c'est organisé, qu'ils aient validé leur mémoire de DES, qui, je vous le rappelle, est le portfolio dans le DES de médecine générale, donc le recueil de toutes leurs traces d'apprentissage, et qu'ils aient aussi atteint le niveau minimal requis, comme en phase socle, qui avait été déterminé il y a 2 ans. Donc comment on s'y est pris pour ça ? On a essayé de faire un consensus formalisé en réunissant un certain nombre de personnes. Donc on était en tout 17 de 14 facs différentes. On a d'abord travaillé sur un tableur réunissant l'ensemble des descripteurs intermédiaires et compétents des 6 compétences. Et la question était posée aux 17 pour chacun des descripteurs. Est-ce que vous le gardez pour dire qu'il définit quelque chose d'attendu pour la fin de la phase d'approfondissement? Et si oui, pourquoi? Et sinon, pourquoi? Donc l'idée, c'était qu'il y ait à la fois oui, non, je le garde pas, et aussi des commentaires. Ensuite, avec ça, j'ai fait une synthèse de toutes les réponses et j'ai fait un pourcentage de réponses positives, c'est-à-dire de oui à je garde ce descripteur pour chacun d'eux. Et j'ai renvoyé la synthèse au groupe. Ensuite, on s'est réunis en présentiel en 2 sous-groupes, puisque c'était un peu compliqué de trouver une seule date. Mais finalement, j'ai trouvé que c'était intéressant d'avoir ces 2 sous-groupes qui ont pu aussi avoir des approches un petit peu différentes et des commentaires différents. Donc les 2 sous-groupes, pendant le présentiel, on a dit, on regarde de ce qui s'est passé, et tous ceux qui ont au moins 75% de réponses positives sont des descripteurs qu'on garde dans le référentiel. Entre 60 et 75%, il y avait des discussions. Est-ce que finalement, en réfléchissant bien, est-ce qu'on ne peut pas quand même le garder? Et puis ensuite, la synthèse des 2 groupes a été renvoyée au grand groupe pour à nouveau commentaires et avis et accords sur le référentiel. Donc je vous ai mis les facs qui ont participé, les DMG qui ont participé à ce consensus. Et l'idée, c'est que je vous montre rapidement, on ne va pas forcément s'attarder dessus, mais que je vous montre quand même ce qu'on attend, puisque c'est à ça qu'on va évaluer le niveau acquis des étudiants. C'est quelque chose évidemment qui sera partagé, comme pour la phase socle, on enverra la proposition du CNGE, secteur pédagogie. C'est pas un outil ultime, c'est juste à partir des descripteurs du référentiel compétences. Donc si on prend l'approche globale, la prise en compte de la complexité, pour chaque compétence, vous verrez que j'ai mis d'une part en premier les descripteurs intermédiaires qui sont gardés. Donc voilà, il peut réévaluer une situation, changer l'analyse de la situation, il change de registre pour comprendre la situation et modifie sa posture. Et puis il y a aussi des descripteurs, excusez-moi, ça part, voilà, compétents, qui ont été gardés. Comme vous verrez, selon les compétences, il y a plus ou moins de descripteurs compétents qui ont été gardés, et on rediscutera de ça à la fin. Donc, dans les situations habituelles, tient compte des données de plusieurs champs, de plusieurs sources, gère simultanément plusieurs problèmes, utilise le temps comme allié, sachant qu'il y a des choses des fois qui se chevauchent entre 2 compétences. Il y aura peut-être encore des choses à remettre, à harmoniser un petit peu d'une compétence à l'autre. Voilà pour l'approche globale. Ensuite, l'éducation, prévention, dépistage, santé individuelle et communautaire. Là, il y a beaucoup de descripteurs qui restent au niveau intermédiaire.
donc réalise des démarches et gestes de prévention dans les situations les plus simples, reconnaît que le patient est acteur de sa santé, repère et exprime ses difficultés à changer de posture de soignant et cherche la collaboration et le soutien de l'entourage familial. Et en descripteur compétent, il n'y en a qu'un, c'est intègre couramment dans son activité de soins et dans la durée des moments dédiés à la prévention individuelle, au dépistage organisé et l'éducation du patient. Pour premier recours urgence, c'est la seule compétence pour laquelle tous les descripteurs intermédiaires sont censés être acquis à ce niveau-là et qu'on est seulement au niveau compétent. Donc, fait face aux plaintes les plus prévalentes de premier recours, évoque les stades précoces des maladies et se donne le temps en dehors de l'urgence, évoque la possibilité de symptômes biomédicalement inexpliqués, élargit le champ de la consultation aux autres dimensions et gère les urgences ressenties par le patient. Donc, c'est la seule compétence qui est au niveau compétent a priori. On pourra en discuter, mais finalement, ça paraît assez logique vu la formation. Continuity suffit coordination. Là aussi, il y a beaucoup d'intermédiaires. Utilise le temps. Vous voyez qu'on revient sur le temps dont on a parlé en approche globale. Construit une relation dans le temps en essayant de faire participer le patient. Utilise et renseigne le dossier médical dans une optique de suivi et fait le lien entre différents moments ponctuels de recours. Un seul descripteur compétent, la hiérarchisation des plaintes et des problèmes pour établir un suivi centré patient. Pour la compétence relation, communication, approche centrée patient, il y a beaucoup de choses qui ont été gardées, dont 2 intermédiaires. Donc, il communique avec l'entourage du patient, avec les mêmes habiletés de l'entourage, en utilisant les mêmes habiletés qu'avec le patient, et reste attentif au secret médical, et met en œuvre une relation avec les intervenants, en adaptant les moyens de communication et d'information. Il y a plusieurs descripteurs déjà compétents pour cette compétence-là. Donc, sachant qu'en phase socle, c'était une de celles aussi qu'on pensait qui était le plus développée. Donc là, il mène en autonomie un entretien centré patient, il le structure. Il est capable de gérer les émotions, tout ça dans les situations de complexité habituelle, on va dire. Il essaye de construire et de maintenir la relation et il réfléchit à sa capacité avec le patient et à son entourage sur le plan communicationnel. Enfin, professionnalisme, là, à l'inverse de premier recours, en fait, il n'y a que des descripteurs intermédiaires. Tous les descripteurs compétents étaient jugés impossibles à obtenir pour les étudiants avec le cursus actuel. Donc, manifeste un engagement pour la médecine générale, prend conscience de besoins d'acquisition permanente de nouvelles connaissances, définit des objectifs de formation en fonction de son projet professionnel et organise son temps de travail. Donc, si on reprend tout ça, on se rend compte, les deux groupes, finalement, comme je vous ai dit, il y avait des approches un petit peu différentes. Il y avait des fois des discussions un peu différentes sur certains descripteurs, comme je vous disais, entre 60 et 75% d'accord. Et les nuances étaient plutôt sur, oui, effectivement, on l'attend à la fin de la 2e année, mais finalement, ça devrait être acquis bien avant. Est-ce qu'il ne faudrait pas déjà mettre un curseur sur ce qu'on appelle la fin de la phase 1, c'est-à-dire de la 2e année ? Mais globalement, les deux groupes étaient assez d'accord. Par contre, on s'est rendu compte qu'il y avait beaucoup de descripteurs intermédiaires qui n'étaient pas retenus, non pas parce qu'on ne pensait pas qu'ils devaient être acquis, mais parce qu'en fait, on pensait qu'ils étaient déjà acquis à la phase socle et qu'implicitement, ils étaient déjà maîtrisés. Alors les questions qui se posent un petit peu à ce stade, c'est finalement, c'est quoi le niveau minimal attendu? Qu'est-ce qu'on pense quand on imagine cet étudiant? Où est-ce qu'on le voit? Souvent, c'était lié dans le groupe de travail à qu'est-ce qu'on pense qu'il est capable de gérer à la fin d'un SASPAS, donc du SN2. Mais on peut se poser la question aussi, est-ce que c'est le niveau minimal attendu pour pouvoir remplacer, puisque vous savez qu'il y a des discussions sur la licence de remplacement. Est-ce que finalement ce ne serait pas ce niveau-là à atteindre pour pouvoir remplacer? Et puis, dans l'hypothèse et la prospective d'avoir une phase de consolidation, est-ce que c'est finalement le niveau attendu pour passer dans la phase de consolidation et avoir une autonomie suffisante pour être docteur junior ambulatoire? Donc le constat, comme je disais tout à l'heure, c'est que finalement, on a le sentiment que les compétences ne se construisent pas de la même façon, pas à la même vitesse, en fonction du parcours de formation qui commence à être un petit peu homogène et un peu standardisé finalement, puisqu'ils font tous urgence et SNA en première année, ils vont faire quasiment tous pédiatrie ou santé de l'enfant et médecine polyvalente en 2e, puis en 3e année, santé de la femme et niveau 2. Donc finalement,
avec un parcours relativement homogène, on se rend compte que certaines compétences ne peuvent pas se construire correctement du fait d'un manque d'exposition en fait, aux situations de médecine générale. Donc on voit bien que premier recours aux urgences, a priori, on attend que ce soit maîtrisé, mais vous voyez bien que premier recours aux urgences, ils l'ont vu en SN1, ils l'ont vu en SN2, ils l'ont vu aux urgences, ils l'ont vu pendant leur garde d'urgence de tous les stages hospitaliers. Donc finalement, cette compétence est beaucoup travaillée, c'est assez logique qu'elle soit maîtrisée complètement à la fin des 3 ans. De même, relation, communication, approche centrée-patient, ils l'ont beaucoup travaillé a priori déjà en niveau 1 et en ça se passe. De même, approche globale. En revanche, pour les compétences qui demandent probablement plus de maturité, plus de confrontation en autonomie et surtout dans le temps aux situations de médecine générale, probablement que ce serait compliqué à eux de maîtriser complètement la continuité, le suivi, la coordination et l'éducation, prévention, dépistage. Encore plus pour la compétence professionnalisme qui comporte beaucoup de descripteurs vraiment autour de la gestion de l'outil de travail, de la responsabilité, de l'organisation de son temps, etc. Que concrètement, ils n'ont pas pu être mis en situation de le faire, donc on peut savoir s'ils le font ou pas. Alors après, effectivement, ça c'est on va dire l'étudiant moyen. Hein, c'est pas péjoratif, mais c'est pour dire globalement avec l'offre de formation qu'on donne aux étudiants, en moyenne, ils devraient être à ce niveau-là pour dire qu'ils valident leur phase d'approfondissement. Bien évidemment, certains d'entre eux seront au-delà et tant mieux. Hein, mais l'idée c'est plutôt de se dire, on ne va pas laisser valider une phase d'approfondissement s'il n'y a pas au moins ce niveau-là. Et donc ça conforte quand même que les 3 ans soient un peu justes pour pouvoir valider l'ensemble des compétences au niveau compétent. Je vous rappelle juste une incise, le niveau compétent avait été décrit au départ par le groupe d'experts comme étant le niveau où un jeune professionnel pouvait être complètement autonome et commencer sa carrière de jeune professionnel. Donc effectivement, c'est pas l'expert, hein, c'est pas celui qui a 10 ans d'expérience, 15 ans d'expérience, c'est vraiment le jeune professionnel qui se lance. Donc l'idée, c'est qu'on se dit qu'il manque quand même un peu des billes pour arriver à ce niveau-là à la fin des 3 ans et que c'est peut-être pas pour rien qu'il remplace un peu avant d'aller s'installer. Alors maintenant, on a dit qu'il fallait valider, je le rappelle, donc sur 4 axes, hein, la maquette de stage, le parcours hors stage, le portfolio et le niveau minimal requis. La question, c'est comment on s'y prend concrètement, parce que de la même façon que la phase socle, il peut y avoir des invalidés. Puisque si au moins une de ces 4 conditions n'a pas été réunie, il faut prolonger la phase d'approfondissement, de la même façon qu'on prolonge la phase socle d'un semestre, voire 2 semestres, si l'étudiant n'arrive pas à réunir les 4 conditions. Ce qui veut dire qu'il va falloir prévoir des stages prescrits qui ne sont pas au choix. Hein. Dans les textes, c'est un stage prescrit, ça veut dire que c'est la commission locale qui décide, en fonction du besoin de formation de l'étudiant, de quel stage il va bénéficier pour continuer sa phase. Ce qui veut dire, là encore, je sens que tout le monde va se crisper, qu'il faut prévenir l'ARS pour quand même qu'il y ait des endroits où on puisse accueillir ces étudiants. Et l'ARS, elle nous demande en général que fin septembre au plus tard, elle ait la liste de ceux qui vont avoir besoin d'un stage supplémentaire. Vous voyez ce que je veux dire un peu là pour l'instant ou pas encore? Le rétrocalendrier donc, ça va être comme pour la phase socle, qu'en septembre 2020, on sache qui est-ce qui a invalidé ou pas validé sa phase d'approfondissement. Et donc, encore la même galère qu'en phase socle, d'organiser des moments d'évaluation et de décision et de jugement pour savoir qui valide et qui fait un semestre de plus. Alors, concrètement, ce qu'on propose, c'est qu'on repère en amont, évidemment, ceux qu'on sait que ça ne va pas le faire. Alors, il y a tous ceux qui sont juste décalés parce qu'une dispo, parce qu'une maternité, parce qu'une maladie, la vie qui fait qu'ils sont décalés de 6 mois, voire 1 an, ça, bon. C'est pas trop compliqué, mais c'est plutôt repérer ceux qui n'avancent pas dans leur portfolio, n'avancent pas, loupent des cours, viennent pas à leur séminaire, voilà, les aider à rattraper si c'est rattrapable, et sinon repérer et les prévenir que ça ne va pas le faire au moment de la validation.
L'idée aussi, c'est que comme on a proposé de faire des jurys de phase socle, donc en présentiel, en recevant les étudiants, puisqu'on doit faire leur contrat de formation et signer avec eux le contrat de formation, on imagine mal, de façon concrète, comment faire aussi des jurys pour les FA2, c'est-à-dire qu'au niveau humain, à moins que tout à coup le ministère nous dise « Ah ben, finalement, je nomme 500 nouveaux titulaires de la discipline », ce qui risque peu d'arriver. Je ne vois pas bien comment on pourrait faire ça. Donc, on s'est dit peut-être que si on fait une validation sur dossier, c'est-à-dire en vérifiant que tout est OK, que le tuteur dit que ça marche en termes de niveau, voilà, que les stages, ça roule, et que le dernier, on attend un peu, mais globalement, à 4 mois, on peut dire que ça va le faire. On fait sur dossier, et puis on ne convoque finalement que ceux qui ne vont pas valider pour leur expliquer comment va se passer le semestre supplémentaire, quel stage va être prescrit, quelles tâches ils auront à réaliser pour finir de valider leur cursus. C'est une proposition, hein. Là il n'y a rien d'obligatoire, mais on a essayé de trouver ce qui serait le plus faisable finalement avec les contraintes qu'on a. Et puis se pose la question de la thèse, parce que ça revient à chaque fois. La thèse est donc un travail dans la discipline, un travail de recherche, qui donne le titre de docteur en médecine, mais qui ne permet pas d'exercer. Donc finalement, la thèse, ils n'en ont pas forcément besoin tout de suite, et d'autant que la législation leur permet de la soutenir jusqu'à 6 ans après l'entrée dans le DES. Donc il y en a beaucoup qui peuvent se dire, bah, finalement, j'ai le temps, c'est pas un truc urgent. Sauf que dans la prospective de se dire qu'il y aura peut-être dans les cohortes de l'année prochaine ou de celle d'après, une phase de consolidation, de même que les autres DES, les étudiants doivent être thésés pour être docteur junior. Donc il faudrait quand même se préparer à peu, faire entrer la thèse dans les 3 premières années. À voir comment on s'y prend. Pour que ce soit progressif, il y aura probablement des phases dérogatoires, mais je pense qu'il faut vraiment se préparer à organiser notre cursus pour que ce soit possible. Alors, il est effectivement possible sur le plan réglementaire de faire valider le DES sans avoir fait soutenir la thèse. Simplement, ça a été une des difficultés dans l'ancien régime, si je puis dire, d'avoir des non-thésés qui traînent et puis qui arrivent juste à la limite en disant « mince, j'ai pas de thèse, comment je fais? Au secours, aidez-moi » et qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on fait des dérogations? Est-ce que quoi? Enfin, on est en peine par rapport à ces étudiants-là, sachant qu'en plus, pour eux, il n'y a pas beaucoup d'intérêt d'avoir leur DES sans avoir la thèse, ça ne leur apporte pas quelque chose en plus. Ils peuvent remplacer, ils peuvent faire, ils peuvent faire ce qu'ils veulent, même sans avoir leur DES. Donc là encore, proposition, c'est d'intégrer la rédaction de la thèse et cette validation dans leur portfolio ou dans un module de hors-stage, en laissant une dérogation, c'est-à-dire que pour l'instant, ils ont le droit de la soutenir plus tard. Donc, disons qu'ils peuvent quand même valider leur phase d'approfondissement sans avoir soutenu leur thèse, mais que leur DES ne peut pas être validé tant qu'ils ne l'ont pas fait. Et puis aussi, ce qu'on s'est dit, c'est que peut-être il faudrait faire de ce moment de la remise des diplômes au moment de la soutenance du DES quelque chose d'un peu plus festif ou quelque chose d'un peu plus solennel pour que finalement le moment fort de l'obtention du DES de médecine générale et je dirais du DES en général soit le moment de l'obtention du diplôme et non plus simplement du titre de docteur en médecine, puisque ce qui va nous permettre d'être spécialiste en médecine générale, c'est d'avoir ces DES. Je vous remercie. Oui, actuellement, Max Widowski, Paris 7. Actuellement, on demande, nous, aux étudiants, quand ils veulent passer le DES, d'avoir obligatoirement la thèse. Est-ce que ça peut être remis en question par les étudiants? Disons que réglementairement, c'est pas obligé. Enfin, voilà, c'est 2 diplômes finalement complémentaires, mais l'un ne dépend pas de l'autre. Mais on peut dire qu'on fait la soutenance de DES plus tard, en attendant qu'ils aient la thèse, mais il n'y a pas d'obligation réglementaire. Par contre, on peut pas, on peut pas leur imposer, au moment où, si c'est toi qui décides de la soutenance du DES à telle date, on ne peut pas leur imposer que c'est maintenant qu'ils aient leur thèse, puisqu'ils ont 6 ans pour le faire. Ah, si c'est eux qui leur demandent parce qu'ils ont fini leur thèse, oui, bien sûr, on peut faire les 2. Je t'entends pas. Non, mais c'est bon, c'est bon. Ils demandent une date pour soutenir le DES et nous, on leur demande de fournir la thèse au minimum 15 jours avant, le PDF de la thèse,
afin de le porter connaissance au juge de la soutenance de DES. Très bien. Laurence, tu nous as parlé pour le niveau minimal attendu, la maquette réalisée, le module, le DES, et la quatrième position, c'est quoi? C'est pas la thèse? Alors non, les quatre axes, c'est d'une part le cursus hors stage, donc tous les cours, séminaires, etc., le portfolio, les stages eux-mêmes et le niveau attendu. D'accord, portfolio, donc c'est ça. La thèse ne fait pas officiellement, enfin, d'emblée partie du portfolio.